Aujourd'hui, nous allons parler toujours de pop art américain et nous allons mesurer comment nous sommes finalement loin dans ce monde d'images des Anglais et même on peut l'appeler le pop art français, c'est un peu incongru. On va regarder, petit résumé, ce système des objets, ce qui va nous permettre de faire un petit crochet par l'histoire du design. Vous allez découvrir des choses que vous connaissez très bien, vous êtes assis dessus, vous avez mangé à côté. Et dans cet angle des objets, puisque on va regarder le travail de Oldenburg, qui m'intéresse davantage, puisqu'il a un peu modifié la façon de concevoir la sculpture. C'est la grande assiette de frites géante, molle, que voilà. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, puisque j'essaye de creuser, j'essaye à la fois de faire découvrir des artistes. Ici, donc, un petit coup de Warhol léger, Oldenburg, et puis un designer italien qui s'appelle Joe Colombo, qui fait des merveilles. Soit faire découvrir ça, soit, si vous les connaissez un peu, essayer de creuser en restant un peu dessus sur ce que signifie leur travail, leur œuvre plus longue et l'impact dans notre histoire des images, en fait. Dans ce monde d'images, on va copier le monde de la publicité, copier le monde des objets qui nous entourent. Voilà à quoi il ressemble. Ça va vous rappeler ta jeunesse, baby. Girls, girls, girls. Voilà un slogan. On voit à peu près le regard que peuvent avoir des femmes d'aujourd'hui sur la façon dont on chante l'amour à l'époque. Ça a un peu évolué. Hein. Vous allez me dire, ça n'empêche pas de se faire inviter à un slow par le King, mais quand même, on voit que l'histoire des idées elle-même, elle évolue dans la façon dont le monsieur Elvis transforme son discours de rebelle rock'n'roller après This Is Tomorrow, d'ailleurs après 56, après son armée, ça va un peu se transformer. Voilà, tomber en amour, une façon d'être jeune. You are young. Je te vois, public. Tu es jeune, tu es belle, et tu vas tomber en amour. C'est ton destin, tu ne peux pas l'empêcher. C'est à la fois des petits récits qui sont très faciles à lire, qui ressemblent à nos pulps, c'est-à-dire des petits magazines de la vie de tous les jours à emporter comme ça, et qui vont être un objet de consommation et une façon d'agir sur le monde qui est autour de nous. Voilà, on est en 49. Le monde américain tel qu'il nous apparaît dans les premières photos couleurs, alors que la photo couleur existe depuis très longtemps, mais on va la voir arriver dans une séance bientôt. L'univers de la photo aurait pu être en couleur depuis longtemps, mais il accompagne une espèce de modernité qui va s'assumer et qui vient des États-Unis. Voilà, cet American Way of Life, ce monde parfait de consommation, de nourriture, il est vendu sous forme d'images. Et ce monde des images, il est au cœur de l'environnement qui va inspirer les artistes. Par contre, il est aussi l'occasion de réfléchir à ce qu'on nous vend, en fait. Et à la fois en copiant ces publicités, parce qu'on pourrait croire que c'est du deuxième degré, on dirait presque un collage de Richard Hamilton. Parce qu'on peut jouer ce que font les enfants, ça va passionner. Tiens, Roland Barthes aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Le monde des jouets est une façon pour les enfants d'apprendre le monde des adultes, mais une façon pour les adultes de faire avaler le futur monde de rapport de pouvoir qui attendra les enfants. Voilà, on a, j'en parlerai plus tard parce que c'est très important, un livre de 72 qui s'appelle Learning from Las Vegas. Quand on va dans une ville américaine comme Las Vegas, l'architecture devient une espèce de prétexte de publicité, un prétexte pour faire connaître des choses qui sont autour de nous. Et là, on n'a pas besoin de s'y connaître très bien ou de lire l'anglais. Hein. On sait à peu près qu'on peut acheter des pneus à manger. Voir que c'est la maison préférée, si tout le monde aime les astuces de référence, la maison préférée d'Homer Simpson, évidemment. On se fait arnaquer, il y a un peu moins de pain au milieu du donut. Voilà, c'est le moment où les parcs d'attractions vont se développer. C'est celui de Disney qui commence. Et cette image vient du livre de Scott et Venturi sur Learning from Las Vegas, c'est-à-dire comment une architecture faite pour servir de publicité peut être un sujet d'intérêt pour les architectes. C'est un livre qui va avoir beaucoup de succès, qui va être très étonnant, qui fait penser à toute cette réflexion du pop art sur le monde des images et sur la façon dont on peut mettre à distance. Je disais, pour les Anglais, j'ai l'impression, c'est très difficile de me lancer dans ce que je fais là. Les Anglais ont l'air, dans le pop art, d'être
plus en train de jouer de la mise à distance de l'image, alors que les Américains ont l'air de plus avaler l'image Liechtenstein ou Warhol qu'on va voir aujourd'hui, avec une dose de cynisme qui est plus ou moins visible, mais ils ont l'air d'être plus amis avec le monde des images et de la communication. Et c'est ce qui est vertueux et amusant quand on va à Disney. Si on prend la peine de jouer, on est dans le monde du jeu et tout repère a disparu. Ce qui m'intéresse aujourd'hui de regarder, c'est ce rapport aux objets, en fait. La façon dont les objets sont vendus. Qu'est-ce que ça signifie que vendre un objet? C'est une publicité qui permet de connaître. Et c'est le petit clin d'œil à Madame Swanny. Rauschenberg, dans ses montages, dans ses assemblages, on appelle ça des combine paintings, c'est combiné, et le titre est en haut. Combiner des objets, il va mettre de la peinture dessus, on l'a vu, faire des sortes d'objets, tableaux, totems qui seraient presque issus du surréaliste américain Cornell, mais on y voit des bouteilles de coca, le symbole absolu qui passionnera Warhol, puisqu'en bon philosophe, il va dire ce qui est merveilleux aux États-Unis, c'est que le président des États-Unis boit le même coca dans la même bouteille que n'importe quel pauvre américain. Si on regarde Paolozzi, les collages premiers du pop art anglais, ils sont lieu en même temps que cette merveilleuse collection, la mienne. J'ai tout bien rangé comme ça, c'est tout coloré, c'est quand même des objets qui demanderaient presque à être mangés. Ils peuvent être... Vous pouvez avoir un regard un peu nostalgique parce que vous ou ta mamie avez utilisé des Tupperware comme ça et, ou avez eu envie d'avoir toute la collecte. C'est là où le jeu du plastique fait qu'on a des objets manufacturés très très rapidement, empilables, fabricables, lavables, non cassables et surtout colorés. C'est-à-dire teintés dans la masse, on n'a plus de problème d'ornement et de jeu avec ça. Ce qui fait que ma petite histoire du design, enfin ma petite réflexion sur le système des objets, les objets qui vont devenir des objets de désir, on peut acheter des objets, me permet de faire un petit aparté sur l'histoire du design. Ça, c'est 1950. C'est un couple, Charles Eames et Ray Eames, qui fabriquent cette image qui serait une des premières chaises en plastique moulé qui peut s'empiler. Et donc, vous savez ce qu'on demande au design ou au designer. Le métier s'est inventé depuis, on va dire, le début du siècle, si on fait un résumé en une phrase. Le premier designer, c'est Peter Behrens pour une compagnie allemande. Et puis, la laideur se vend mal, écrit Raymond Lewy dans les années 1930. Il va faire la streamline, c'est-à-dire le design américain qui ressemble à du mouvement. À partir de là, après les années 50, le design va se répandre vraiment partout, c'est-à-dire des objets multiples, fabriqués par des artistes ingénieurs qui réfléchissent à la fois à quoi sert l'objet, comment on peut le transporter et comment on peut l'utiliser. Parce que le résumé du résumé, c'est qu'on dit de designers qu'ils font bien leur travail quand intuitivement, sans aucune explication, c'est là où il y a de l'art. L'utilisateur va, comprendre à quoi sert l'objet, comment l'utiliser. Vous êtes devant une bouilloire et il vaudrait mieux que vous sachiez comment l'attraper, sinon vous allez vous brûler la manche. Ici, on a un système qui est pensé pour être facile à empiler, emporter, on continue à les utiliser aujourd'hui, mais en plus, qui est pop, c'est-à-dire qui joue de la couleur et de l'amusement. Et ce que je voudrais montrer, on est en 55, ça c'est George Nelson qui fait, on appelle ça la chaise coconut, c'est comme un morceau de noix de coco, des objets qui n'ont pas trop vieilli, c'est leur matière qui pourrait vieillir. Le plastique, on se rend compte aujourd'hui on a du mal non seulement à le maintenir en bonne forme, mais en plus à le restaurer. Ça va disparaître, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la société du plastique qui s'est développée dans ces années-là, on est en train d'en sortir, mais elle n'est pas si vieille que ça, on l'aura connue en entier. Et elle est capable, par contre, de faire des formes qui sont tout à fait nouvelles. Voici notre collage de Hamilton. Qu'est-ce qui rend nos intérieurs? Je vous ai dit que c'était l'espace qui intéressait Hamilton. Si attirant et si confortable. Et voilà à quoi ressemble une autre œuvre de George Nelson. Je dis œuvre parce qu'il va falloir du temps un petit peu pour qu'on reconnaisse le design comme un art. Ce n'est pas encore le cas dans les années 1950. Par contre, on a des vraies belles pièces qui sont des petits coussins assemblés sur une structure de métal et qui font appeler ce siège le marshmallow, comme des chamallows, qui fait qu'on a, je vous demande de me croire sur parole, c'est beaucoup plus beau que ça n'est confortable. Ce qui fait que l'intérêt, on pourrait peut-être dire ça la même chose de lui d'ailleurs, ça va, c'est confortable, mais il ne faut pas en abuser non plus. Ce
qui fait qu'on commence à avoir quelque chose qui m'intéresse de faire comprendre aujourd'hui, c'est que le système des objets dans lequel on vit va sortir des choses nouvelles, comme des productions, comme des œuvres d'art, avec le temps, et chez Ikea c'est le cas aujourd'hui, un nom, on sait même qui le fait, c'est pas toujours signé, mais on peut l'acheter dans des magasins. Je disais hier et Baudrillard va le répéter aujourd'hui, l'objet est là aussi pour montrer une richesse, un certain goût, j'en parlerai demain, qu'est-ce qui est de bon goût, qu'est-ce qui fait que dans ce monde plutôt dominé, disait Barthes, par les valeurs bourgeoises de réussite sociale, des 30 glorieuses, c'est-à-dire j'ai un peu de fric, je peux m'acheter des objets, d'avoir bon goût. On pourrait être dans un magazine Playboy, hein, s'il n'y a pas que des dames toutes nues, il y a aussi des conseils d'ameublement, des conseils d'aménagement, d'architecture, des sortes de réflexions sur le système politique dans lequel on vit. C'est assez varié, en fait. C'est l'astuce de ce genre de magazine. Mais là, on est sur quelque chose qui est un objet visuel très fort. Je rappelle la petite lettre de Hamilton, populaire, éphémère, peu coûteux, sexy. Je ne vous avais pas montré Peter Phillips, qui est un pop artiste anglais. C'est fait, c'est un peu court, mais c'est fait. Je vous ai montré le travail de Peter Blake, qui joue avec ses collages, et on dirait peut-être des petites vitrines de Cornell, mais dans lequel c'est une sorte de peinture faite par des objets de la vie de tous les jours. Et puis même le célèbre logo de Robert Indiana Love devient une espèce d'objet en lui-même. Un petit détour par le design italien qui commence à devenir très important, et c'est pour ça que je vais vous montrer Joe Colombo, c'est-à-dire que l'objet devient un jeu. Là, vous êtes devant deux lampes. Celle qui est en bas, c'est un tuyau lampe. C'est simple à résumer, c'est très beau parce que c'est très amusant, c'est fun en fait. L'objet n'est plus un... C'est là où on est dans une époque riche, c'est plus seulement là pour être utile un objet. C'est là pour être regardé, pour être montré comme un signe de richesse ou de goût, et pour être admiré aussi. Et c'est là où ça commence à ressembler à une œuvre d'art. Je reviens sur le Liechtenstein d'hier qui me faisait, quand je préparais ce système des objets du jour, penser que les romans en photo s'appuient sur des objets. Et là, il y a une astuce à faire, c'est qu'elle est en train de jouer avec un téléphone, mais la dame en question est un objet, ça va venir tout de suite. Le système des objets est un livre plus tardif de Baudrillard, il est de 68. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que le petit résumé rappelle que les objets ne sont pas seulement pratiques, ils ne sont pas seulement matériels, c'est ce que je viens de raconter en fait. Leur diffusion, elle vient d'un système cohérent de signes, c'est-à-dire on peut montrer ce qu'on possède. Baudrillard va écrire La société de consommation juste après ce livre-là, donc c'est vraiment l'amorce. Les objets sont là pour montrer qui on est. C'est bien résumé. Système des objets, consommation des signes, c'est-à-dire c'est un signe extérieur de richesse, si je voulais le dire comme ça, mais aussi un signe qui me fait mais bien aimer les objets. Hein. J'aime bien mon téléphone parce que j'aime bien sa forme. Les meubles qui ornementent les foyers français ont connu une évolution qui leur a fait perdre leur vocation de support de la morale bourgeoise. Ils ne sont plus juste là pour montrer ce que tu as aussi reçu de ta famille ou ce que tu as économisé pour avoir. Ils ne sont plus dans le bois massif, les lignes lourdes des tables d'armoire d'autrefois. Ils évoluent dans des lieux dédiés au corps. Ils sont en verre, ils sont blancs, par exemple, dans la salle de bain. Tous les codes sont en train de se modifier de ces objets du quotidien. Et voici Joe Colombo, dont j'aime vraiment beaucoup le travail. Il est italien. Ça, c'est une bibliothèque qui s'appelle Continental. C'est un disque plat qui a une espèce d'effet de relief. Les objets de Joe Colombo sont assez beaux, assez simples. Ils sont presque comme des sculptures ou comme des formes amusantes. Voilà la lampe Spider qui joue de sa simplicité, mais qui joue aussi de sa couleur. C'est-à-dire le petit effet jaune fait qu'on s'y retrouve bien. C'est une autre version de la lampe Spider. C'est encore achetable hein, aujourd'hui. C'est presque, j'aurais pu le dire sur les pochettes de disques, mais ce sont des choses qu'on peut s'acheter, entre guillemets. Quand ils sont d'époque, c'est difficile à trouver. Encore Joe Colombo, c'est un des designers italiens de ces années. On est en 67. Hein. C'est la même chose que ce qu'on va voir avec Oldenburg et Warhol. Et vous devez connaître aussi le réveil optique. Alors, les objets, ça pose des questions que les pop artistes s'amusent à faire. C'est-à-dire que la dame à droite, ce n'est pas un objet, elle va me mettre une gifle. Par contre, la dame au centre, c'est un porte-manteau. Et Alan Jones, qui est un pop artiste américain, joue de ça, évidemment. Avec ce système des objets peut être réexaminé, transformé
contester, parce que s'il s'agit, c'est grandeur nature, hein. Si tu t'assois sur la dame, c'est en plus de la fibre de verre, il y a des vraies bottes en cuir. On n'a pas fini d'aller jusqu'au bout, hein. On peut l'habiller, on peut la déshabiller. On a tout à fait une femme-objet qui sert de porte-manteau. Vous voyez, elle peut être habillée, déshabillée. On a une sorte de poupée qui est un jeu ironique, hein, sur ce statut de femme-objet. Vous comprenez que la femme d'Alan Jones, après 2-3 coups de rouleau à pâtisserie sur la gueule, il a à peu près compris le message. Mais ce travail du pop art va être aussi sur les objets. C'est ça qui m'intéresse de regarder aujourd'hui. Je reviens à quelques designers pour finir. Anna Castelli, encore Joe Colombo qui va penser un peu l'espace comme des cellules. On est dans l'époque de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire une espèce d'objet. Il y a la cellule salle de bain, la cellule chambre. On a des petits, comme des caravanes qui peuvent se transporter. Et ça, c'est pas super confortable, mais c'est vraiment très beau. C'est une chaise longue de Joe Colombo. Les tubes structure mousse sur une structure en vinyle. Moi, je ne suis pas sûr. Non, en PVC, on retire les pinces et après on les range les uns dans les autres. Donc on peut moduler comme on souhaite cet élément. Voilà. Tout designer italien Ettore Sottsass, voilà, tout la machine à écrire devient transportable. La secrétaire, dit-il, peut l'emmener dans le parc pour continuer à travailler. Tout doit être mobile, tout doit être joyeux aussi. Tout doit être fun pour Olivetti. Là, on a des objets, un bureau boomerang et des radios qui deviennent des bracelets qui sont japonaises. Encore Joe Colombo, j'aime vraiment beaucoup. Cette capacité de jouer avec la couleur et d'en faire une espèce de repère, c'est vraiment très chouette. Ça, un jeu encore, on est à la frontière, c'est une édition plus limitée. C'est un siège qui a été moulé sur des vraies fesses, donc il ne faut pas beaucoup maigrir pour pouvoir s'asseoir dessus. Tout ça pour vous dire que ce système des objets est tellement présent, tellement en grande quantité qu'on s'en amuse en fait. On se retrouve avec, comme De Passe fait ce siège, c'était un grand fauteuil en cuir qui est alors on pourrait jouer à le faire deviner, c'est le Joe, c'est le futur mari de Marilyn Monroe qui est un des plus grands joueurs de baseball des années 60. On est dans une sorte de pouf, on peut s'allonger, mais vous comprenez que je plaisante en disant que c'est pas confortable, c'est finalement pas sa mission première. L'objet est devenu un signal avec lequel on peut s'amuser à avoir une sculpture qui est un objet jeu visuel. Là, on est avec Peter Classen, on le retrouvera plus tard. Ce système des objets est partout présent, partout, partout, partout. Un petit aparté sur le monsieur Warhol. Parce qu'il est assez copieux et il faut le prendre en plusieurs fois. Des boîtes de cirage ou de soupe qui vont être en bois, qui vont être sérigraphiées. J'ai montré hier comment ils faisaient, on les voyait pencher dessus avec Gérard Malanga, mais qui vont devenir monter les unes sur les autres. Ce ne sont pas des vrais cartons, ce sont des boîtes de bois sur lesquelles il y a sérigraphié l'emballage que sur les côtés, pas dessus-dessous, qui vont devenir des sculptures. On est quand même très loin de ce que doit être une sculpture. On est dans une sorte d'installation objet qui joue avec, vous voyez, on voit que ce n'est pas sérigraphié, qui joue avec la société de consommation, avec ce qui nous est proposé tout le temps à vendre et qui le transforme en objet. Un objet qui, par l'art, devient un autre objet. Alors, si je me penche sur la question, c'est que la soupe, ça se vend en boîte, vous devriez le savoir, c'est quand même meilleur, c'est moins long, c'est moins chiant, on l'ouvre, on la réchauffe, on la bouffe. Et on voit des petites publicités un peu partout pour cette merveilleuse soupe Campbell qui fait que quand ma femme m'en demande, je ne l'appelle pas maman, elle va gueuler, je lui en redemande encore en disant encore, s'il te plaît, encore de la soupe, je n'ai pas envie de me lever. Voilà. Qu'est-ce que Warhol fait? Il va dans les magasins et ces boîtes de soupe Campbell, elles existent toujours. D'ailleurs, les jours où tu vas aux États-Unis, tu ne peux pas te payer un Warhol, tu t'achètes une boîte de soupe Campbell, c'est un bon souvenir. Tu as une espèce d'œuvre d'art chez toi, ce qui est, quand on y réfléchit bien, un mécanisme tout à fait redoutable. Un objet de la vie de tous les jours accaparé par un artiste est devenu une œuvre d'art et le regard qui m'a fait poser sur la boîte la rend à nouveau œuvre d'art. Donc Warhol, il va faire des sérigraphies. On est sur une toile simple avec celle-ci est au poivre. Attention, soyez attentifs, il y a plein de goûts différents. La boîte est exactement la même. Oignon, mais avec un petit peu de bœuf dedans. Tomate. Une sérigraphie simple, donc on n'a pas la vraie boîte. Il y a un jeu de décalage. Elle a été simplifiée, là, elle n'est pas prise en photo, elle est simplifiée. On a le graphisme qui fait penser à son côté métallique. Elle va être copiée, reproduite en grand, en petit.
Et finalement, l'intérêt de ces peintures de 62, parce que finalement, Warhol ne va pas tant que ça, va pas que jouer avec des personnages connus, avec des images, des photos qui viennent des médias, ça j'y viendrai. Il va aussi beaucoup s'intéresser aux objets et jouer de ce qu'on attend des objets. C'est-à-dire, peut-être vous n'y avez jamais pensé, mais on attend d'un objet qui soit sérieux, c'est-à-dire, c'est pas une blague, hein. Quand je prends un objet, j'ai pas envie qu'il se casse, j'ai envie qu'il soit là, qu'il réponde à la demande. Et si en plus il tombe dans mes mains en miettes ou qu'il se ramollit ou pas qu'il se brise parce qu'il serait usé, mais il est là pour répondre à la commande. Ce qui fait que si je m'assois sur un tabouret et qu'il est mou, c'est pas le travail d'un objet. Un objet, je dois ne pas y penser, il doit être présent, il doit me rendre service. Il doit être ce qu'il est en fait. Alors vous allez comprendre pourquoi je fais ce détour-là. Voilà. Ce que dit Warhol, c'est que, et c'est là où il est toujours un peu moqueur, si j'ai peint des conserves de potage, c'est parce que j'en ai mangé pendant 20 ans. Premier élément important, c'est une façon de dire que l'artiste, et on pourrait repenser à des propos de Duchamp, c'est plus celui qui fait à la main, c'est même plus celui qui décide qu'est-ce qui est important, c'est celui qui choisit seulement. Et là, il est même presque en train de dire qu'il n'a pas beaucoup choisi. Ce qui se voit quand il est ici, on ne sait pas ce qu'il veut. Ce qui donne l'intérêt du travail de Warhol, ça va être justement cette série. C'est-à-dire que si vous regardez bien, aucune des soupes n'est la même. Il en a acheté une de chaque. Et le travail en série va devenir une réflexion à la fois sur ce monde de maniaque dans lequel toutes les boîtes sont identiques, c'est sans fin. On en a une différente à chaque fois. Mais le fait de les encadrer avec un petit cadre simple, de les espacer avec le même intervalle de vide, tout aligné sur le même endroit, on se retrouve avec une comparaison que vous devinez sans que je vous l'explique. Ben, finalement, les musées d'aujourd'hui, c'est les supermarchés. Facile à comprendre, et c'est vrai. Si vous n'êtes pas habitué, moi je ne le suis pas, allé dans des grands supermarchés, quand on est devant, tu mets du temps à taper des fixettes, tu ne comprends pas bien où tu es et ce qu'il faut choisir. Si tu vas dans le même supermarché, parce que tu as tes codes, tu sais à peu près où sont les choses, tu vas plus vite et tu ne te laisses pas happer visuellement par tout ce qui est autour de nous. C'est exactement ce que fabrique Warhol. À la fois, il nous fait réfléchir à ce monde de consommation dans lequel on est, et il nous fait douter aussi de ce qu'il est, mais il nous fait réfléchir aussi à ce rapport aux objets qu'on a. C'est-à-dire que ces objets nous envahissent, ils sont là tout le temps. Et on n'est pas loin, je voulais insister, et je le ferai encore, sur le fait que le pop art est beaucoup moins superficiel qu'on ne le croit. Il est toujours en train de faire quelque chose qui est plus intellectuel que juste une image de publicité. Et là, le Warhol qui a l'air perdu dans cet univers de boîtes, vous avez vu qu'il les a installés dans le fond en hauteur, là il les a dispatchés à plat pour que ça fasse plus saturation. Il y a une réflexion sur la façon d'exposer ces objets, ces œuvres, pardon, qui ne sont pas des objets, mais qui l'exposent à la façon d'objet. C'est une question qu'on va retrouver chez Oldenburg juste après. Alors, il va en faire des séries colorées, pas colorées. Et puis, le résumé de Warhol, de son travail de penseur, j'aime bien le dire comme ça, plus vous regardez la même chose, plus elle perd ses significations, plus vous vous sentez bien et vide. Alors, on pourrait trouver un équivalent avec la mer, si on veut, et avec la télé, si on veut aussi. C'est-à-dire, il y a un moment donné, et tout le monde le sait, hein, ce n'est pas de l'ironie, il y a des fois, tu n'as pas trop envie de penser et une bonne vieille télé allumée, ça va suffire. Warhol, lui, ce qu'il dit, c'est que je fais la même chose avec des objets. Le monde des objets devant lequel on se trouve, il est une façon de ne pas réfléchir et d'être devant quelque chose qui est joli à regarder sans plus. Il va les assembler, on va les retrouver, ça c'est pas lui, mais dans des coussins, dans des robes, et même dans un jeu de Warhol avec lui-même. Là, on est en 1985 où il va jouer à reciter des œuvres de Warhol, à tel point que les boîtes de soupe Campbell vont sortir des séries spéciales 50 ans de l'art de la soupe de Warhol, dans lequel il intègre la soupe elle-même. C'est là où les Américains ont un rapport à la société marchande beaucoup plus complexe que les Français ou les Anglais. On ne sait jamais si Warhol est complice. Voilà. Dans le futur, tout le monde sera célèbre 15 minutes, c'était ambitieux, maintenant c'est 5. Il avait tout prévu et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Le monde dans lequel on vit est devenu un monde marchand sans fin. Alors il joue de ça en disant, oui, sa philosophie va de A à B, je trouve ça ambitieux déjà. J'aime beaucoup manger seul, je voudrais créer une chaîne de restaurants pour les gens comme moi, je l'appellerais Andy Mats, le restaurant du solitaire. Vous choisissez vos plats et vous les posez sur un plateau pour aller regarder la télévision dans un box. Il est assez sérieux et en même temps, il parle de notre société, de celle dans laquelle on vit, et les vides autour de ces boîtes, c'est aussi ça.
C'est à la fois quelqu'un qui aime cette société de consommation et qui est d'une profonde mélancolie. Et beaucoup de son travail, on va le voir plus tard, joue de cette disparition, de cette consommation, et on appelle ça la société de consolation, pas pour rien. Voilà, finalement, ce que je trouvais intéressant avant d'aller sur cette affaire de Oldenburg, c'est que le système des objets qui nous a envahis, qui est tout autour de nous, il est au cœur aussi du travail du pop art américain. Alors le Oldenburg que voici, il m'intéresse parce que il m'intéresse pour trois choses. D'ailleurs, c'est facile à résumer. Appétit, rejet, magasin, matière détournée, mou. C'est le nom du jour. Objet mou. Vous devinez qu'on attend d'un objet qui soit pas mou. On attend d'un sandwich. Celui-là, c'est bacon, laitue et tomate. Bon appétit. Celui-là, c'est cake au chocolat. Que vous ayez mauvais esprit, que vous soyez étudiant de 15 ou 18 ans, j'en ai. Effectivement, il y a un petit côté, on dit scato si on est bien élevé, je dirais caca quand même sur le dessus. C'est-à-dire que le jeu de Oldenburg, c'est évidemment de prendre un objet de la vie de tous les jours, de le jouer sur son échelle, déjà c'est important, il est grand, il est petit, mais aussi de jouer sur le fait que d'habitude, le gâteau au chocolat, j'ai plutôt envie d'en manger, et que là, c'est pour ça que j'ai employé ce mot-là, la matière, le rendu, le plastique peint, c'est un peu dégueulasse. Ça tombe bien, c'est un peu le sujet d'Oldenburg, c'est-à-dire les objets face à eux, c'est là où il est artiste du pop art d'une façon très différente de Warhol. On va le soupçonner, entre guillemets, d'être moins complice du système marchand. C'est un peu dégueulasse, c'est un peu fascinant parce que ça devient presque un nounours ou un oreiller. Et les premiers de Oldenburg, d'ailleurs, il faut que je continue à parler de cet homme qu'on a aperçu il y a deux cours. Il est ami avec Alan Capro qui va inventer le happening. Et les premiers travaux d'Oldenburg sont autour du happening. Je vais parler plus tard de ce que c'est, puisque on va sortir de ce monde des images et d'artistes qui travaillent autour pour aller dans un monde qui ne fabrique pas d'images. Ce sera la réponse au dernier chapitre. Là, on a des œufs en plâtre. Déjà, c'est quand même un peu dégueulasse. Mais en plus, qui sont peints et vernissés. Donc, on a un hamburger, peut-être épinard, fromage. C'est franchement dégueulasse. Et c'est l'idée. C'est-à-dire à la fois un objet qui, normalement, est un objet de séduction et qui m'attire, qui peut me donner faim, et qui, par sa taille, par sa matière, va me repousser. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas seulement pour Oldenburg d'être un joueur, de s'amuser de ce qu'il a sous les yeux, mais il s'agit aussi par ce jeu d'appétit et de rejet, disais-je, de jouer sur ce qui est autour de nous. Je m'appuie sur un livre de Maurice Fréchuret dont je parlerai après, qui s'appelle Le Mou et ses formes, et il fait quelque chose d'intéressant avec ce que je viens de vous raconter, c'est qu'il rappelle que le Oldenburg en question est d'origine hollandaise, et il réitère à sa façon la portée des vanités du XVIIe siècle. C'est-à-dire regarder des objets qui sont devant nous, le XVIIe siècle hollandais, Vermeer, pour aller vite, on a des objets qui seraient le symbole de ce qu'il faut aimer, et en même temps une façon de réfléchir à la vanité, c'est-à-dire au fait que toutes ces choses vont disparaître un jour. Ah ben oui, je n'avais pas été jusqu'au bout. Voici mes frites et ketchup dessus, donc on a une sorte d'araignée molle qui est par-dessus, qui donne l'impression qu'il est en train de leur faire une prise de catch. J'espère que vous étiez content d'en voir hier. Quand c'est éclairé latéralement, c'est encore pire, 1962. Et quand on a un assemblage comme celui-là, on n'en a plus tout à fait faim. Voilà. Et ce qui va intéresser Maurice Fréchuret et moi dans 3 secondes, c'est pas seulement que ce sachet de frites soit en train de se renverser et que les objets soient mous, c'est aussi un des chapitres de cette histoire de la sculpture, c'est le fait qu'on laisse pendre les objets. Parce que, et là, vous allez comprendre, si vous avez un peu de mauvais esprit ou de sagacité, ça sera la même chose, on attend d'un objet qui ne soit pas mou, qui soit présent et qui soit en train de répondre à ce qu'on lui demande, ça c'est sûr, mais on attend aussi pas spécialement d'une sculpture qu'elle pendouille. Vous allez comprendre le mauvais esprit juste après, évidemment. Qu'est-ce que fait Oldenburg en 61? Il expose ses objets dans des vraies vitrines, sort l'objet sculpté. C'est une sculpture, c'est un moulage de plâtre, une copie d'une nourriture qu'on d'ailleurs on ne pourrait pas exposer spécialement et qui va être peint et verni. Ce qui fait
penser que Oldenburg sait très bien ce qu'il fait pour l'aspect rejet des goûts. Voilà, il ouvre un store en 61 dans lequel il va montrer ses objets en vitrine, comme on les trouve encore chez McDo aujourd'hui, ou comme on les trouve merveilleusement faits dans le quartier chinois, dans le 13e, avec des copies de nourriture qui sont d'un hyper-réalisme fou. Et voici Oldenburg dans son propre magasin, c'est-à-dire il va aller jusqu'au bout de la transformation du musée ou de la galerie en magasin. Il en fait un vrai magasin dans lequel les gens peuvent venir. Mais l'air lugubre de ces objets et de lui font plus penser à un magasin tenu par Tim Burton, qui va beaucoup être influencé par ça, qu'à un magasin tout à fait séduisant. Le jeu de l'appétit et du rejet est une façon de questionner ce qu'est la galerie, ce qui est l'endroit où on va travailler. Le deuxième jeu qui est intéressant, un petit collage, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu de Oldenburg, il date de 66, c'est de jouer avec l'échelle d'intervention. C'est que la matière, ça dégouline, c'est mou, c'est dur, c'est plus grand, va jouer sur la perception, va jouer sur l'effet de surprise par rapport aux objets qui sont là normalement pour être dans une échelle donnée et pas dans une échelle surdimensionnée. Ce qui va donner quelque chose d'assez fun, et j'ai oublié de le dire déjà chez Liechtenstein, c'est que moi ce que je trouve brillant dans ce pop art américain, c'est que c'est rigolo, et que de l'art rigolo qui fasse penser en même temps, c'est pas facile du tout. Déjà d'être rigolo, c'est tout à fait difficile, mais alors en plus faire réfléchir, c'est chaud. Voilà, cet effet d'absurdité peut suffire à interpeller. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qu'il y a autour? Comment c'est arrivé là? Vous connaissez sans doute la petite roue de la bicyclette ensevelie qui est dans le parc de la Villette. C'est un Oldenburg. Voilà, on voit bien que les gamins, ça leur parle, hein. Le pédalier, la selle, le guidon de vélo qui est de l'autre côté et la roue qui dépasse de l'autre côté. On a une espèce de jeu qui est à la fois, c'est le point commun avec Warhol, un jeu sur une forme fun, amusante, rigolote, pop, voilà, légère, comme le décrivait Hamilton, mais un jeu vers quelque chose qui est toujours un peu morbide aussi, l'air de rien, c'est que elle est ensevelie, elle a disparu, elle s'est cassée la gueule, tout est en train de s'écrouler. Jamais tout à fait que rigolo. On attend des objets, normalement, qui ne soient pas en train d'être tombés sur un grand magasin à Cologne ou d'une vis qu'est le pendouille. Et vous comprenez le jeu d'enchaînement entre appétit, rejet, échelle. Ce qui m'intéresse chez Oldenburg et qui va intéresser Fréchuret, c'est que l'histoire de la sculpture est toute faite d'objets qui sont plutôt... Alors, soyez prêts puisque vous êtes des grands. La phrase qui suit contient un sous-entendu sexuel. C'est-à-dire, on s'attend à ce qu'une sculpture soit dressée, dure, résistante et qu'elle réponde à ce qu'on lui demande. Créer des objets qui sont hors de dimension, créer des objets qui soient mous, dit Fréchuret, c'est pas du tout, c'est une relecture complète de l'histoire de la sculpture. Et dans la façon de jouer, de ce dégoût et de ce rejet, c'est pas que ça qui est en place, c'est que Oldenburg se différencie, dit Fréchuret, de certains membres du pop américain en ce que ces objets ne sont nullement placés sous le signe de l'équivalence cynique qui veut que tout soit égal à tout. Bien au contraire, ils se présentent sous une forme ambivalente où les contraires trouvent aussi bien à s'exprimer le mou, le dur, le tendu, le distendu, le forme, l'informe, le commutateur électrique de 64, avec ses deux boutons dans ses versions soft et hard, et le symbole de ce rapport forcément étrange qui induit toute valence double et opposée. C'est-à-dire c'est à la fois dur, c'est mou, ça se casse la gueule, ça tient debout, c'est sympa et c'est repoussant. Et ce que dit Oldenburg dans un entretien avec Rosalind Krauss de 73, qui là nous emmène encore plus loin pour comprendre que le monsieur Oldenburg, il n'est pas seulement en train de faire de l'art humoristique, il lui dit la ressemblance entre ces objets et sa peau à lui. C'est-à-dire le fait que quelque chose, c'est lui derrière. Quelque chose de ta propre peau est en train de se jouer quand elle disparaît, quand elle s'étiole, quand elle s'écrabouille. Et vous aurez peut-être en tête, je n'ai pas voulu le rechercher, mais cette merveilleuse forme sur le fond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange où un personnage tient la peau d'un autre comme si elle n'était plus habitée. Voilà, on ne s'attend pas à ce que des toilettes soient en train de se casser la gueule.
Normalement, c'est la moindre des choses qu'elles soient là où on leur demande. C'est même tout à fait important. Voilà, l'idée que les choses s'effondrent, c'est une façon de questionner la valeur des objets et le service qu'on leur demande, en fait. Les images de design que je vous ai montrées avant montrent une société optimiste qui est en train de vendre des objets, de vendre du désir, de vendre une façon d'en acheter de nouveau à chaque fois. On est en plein 30 glorieuses, on est en 66. Là. Et le pop art est une façon de surjouer cette quête, en fait, de montrer qu'on veut des trucs, mais que ben, ils ne marchent pas, en fait. Ce qu'on nous vend, ce n'est pas l'objet, c'est du désir qui doit sans cesse se recommencer. Et que eh ben, si on laisse pendre les choses, elles sont en train de fuir, en fait. Voilà, l'instabilité, perte d'identité, d'unité, le monde en état de chancellement, la réalité en état d'inconsistance et de fuite. L'œuvre d'Oldenburg s'inscrit dans une certaine tradition humaniste de l'art où sont stigmatisées les valeurs qui déterminent trop les modes de vie contemporains. Évidemment, il y a quelque chose qu'on raccroche, dit Fréchuret, avec le mou de Dali, du surréalisme, le fait que quelque chose ne soit pas à la hauteur. Ce qui me fait être convaincu de ce que dit Fréchuret, c'est que vous voyez, la contrebasse est molle, mais il l'accroche à une ficelle pour qu'elle soit encore plus en train de pendouiller. C'est-à-dire qu'il accentue le tombé. Là, on a une prise en bois démesurée mais suspendue et sa version ramollo. Voir le travail d'Oldenburg seulement comme un gag par rapport aux objets, comme des objets qui ne seraient pas en train de répondre à ce qu'on veut, c'est, il me semble, louper cet art de jouer avec appétit, rejet, magasin, c'est-à-dire ce qu'on attend de la sculpture et de l'histoire de l'art. Vous comprenez que le mou, on va le retrouver dans ces frites et ketchup, mais dans les versements de César, dans les versements de Yves Klein, dans ce jeu de jacquard avec le feu, dans les sculptures en feutre de Étienne Martin plus tard, et chez Christo, dont l'exposition à Beaubourg est une merveille, dans le fait de jouer avec des tissages ou avec des empaquetages. La sculpture moderne n'est plus la réponse. La sculpture contemporaine va être une façon d'interroger ce qui est mou et autour de nous. Le voici, le livre de Fréchuret. Un petit clin d'œil parce qu'on se connaît maintenant, chez Jacqueline Chambon, merveilleuse éditeur. Toc, 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 j'avance. Qui c'est qui a fait des toiles suspendues? Ah tiens, elle est à l'envers. Sur lesquelles il a peint Robert Rauschenberg en 1973. Bob, t'es toujours là. Un petit clin d'œil pour finir. Le design des années 80. C'est ça, c'est de l'école américano, Michael Graves, c'est de l'école américaine qui revient sur ce qu'avait fait Joe Colombo, c'est-à-dire les mêmes éditeurs. Les objets, là, c'est une bouilloire qui est présentée à la fois par un mannequin, donc c'est pas fait pour être sur sa tête, hein, c'est le jeu de décalage qui est justement important, et si vous regardez son nœud papillon, il est aussi curieux. Les objets, dans les années 80, vont être encore plus forts que dans ces années 60, une façon d'interroger ce qu'on veut acheter, désirer, et ce qu'on veut montrer aux autres. Voilà, le plaza et tabouret, c'est tu es une star, tu deviens une star et tu peux en jouer. On verra demain à quel point cette question du bon goût est au cœur du pop art américain. Bon appétit!